tous. Je suis Maxime Chabert, je suis développeur chez Infologic depuis 4 ans environ et depuis 3 ans, je travaille un peu plus précisément sur une thèse qui a pour but d'automatiser le paramétrage de notre ERP Copilot. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les perspectives de demain pour l'ERP. Donc on part d'un constat assez simple, c'est qu'on est à un tournant en termes technologiques, où on s'aperçoit qu'il y a des grandes avancées, notamment dans l'intelligence artificielle, mais aussi au niveau des machines qui sont de plus en plus puissantes. Et donc je vais vous présenter un peu la vision qu'a Infologic sur le rôle de l'ERP dans les années à venir. Donc pour ce faire, je vais d'abord recontextualiser l'ERP, son rôle, on va dire, tel qu'on l'a défini à sa création, et je vais un peu aussi vous expliquer l'histoire d'Infologic dans ce contexte-là. Ensuite, je vais un peu plus cibler les forces de notre ERP actuel, donc Copilot, pour ensuite définir 2 termes dont on entend de plus en plus parler, qui sont l'ERP 2.0 et l'industrie 4.0. Et à partir de là, je vais vous donner quelques exemples de projets assez concrets sur lesquels on travaille pour améliorer notre ERP. Et après, un petit focus sur les équipes de développement d'Infologic. Donc si on reprend un peu l'historique des ERP, dans les années 60, l'essor de l'industrie conjugué avec les grandes évolutions technologiques a permis l'apparition des premiers logiciels de gestion qu'on appelle MRP, qui veut dire Material Requirements Planning, qui avait pour but de calculer les besoins nets en matières premières pour les ateliers d'assemblage à partir du planning de production. Donc c'était essentiellement utilisé dans des usines type automobile, par exemple, par des industriels comme Toyota. Et dans les années 75, on a eu un besoin de ne plus avoir un simple outil, mais plutôt une solution standard pour intégrer des nouvelles données, comme par exemple les nomenclatures des produits à fabriquer ou encore les prévisions de vente, et c'est ce qu'on va appeler le MRP2. Et à partir des années 80, on va avoir toujours ce besoin d'intégrer des nouvelles données. Et on va avoir les premières solutions ce qu'on va appeler des progiciels de gestion intégrée qui vont apparaître, car on va intégrer des données comme des inventaires, des données financières et des données administratives. Donc on a l'apparition des ERP au début des années 80, et c'est à ce moment-là qu'André Chabert, mon père, a créé Infologic, et Infologic a commencé son activité de développement, d'édition et d'intégration d'ERP avec son premier ERP Agrovéen, qui a été commercialisé à partir de 1984 et qui a compté jusqu'à 24 clients. Dans les années 90, il faut bien voir que l'ERP a été considéré comme la principale évolution technologique à venir dans les 10 ans à l'époque avec le web, parce qu'on annonçait une grande hausse au niveau de son chiffre d'affaires. Et ça se confirme avec notre deuxième version de notre ERP, AgroV2, qui a été commercialisé à partir de 1993 et qui a compté jusqu'à 200 clients. Et dans les années 2000, on s'aperçoit que l'ERP est devenu incontournable. Il y a un gros contraste avec les années 90 où on considérait que l'ERP était assez lourd, assez difficile à installer, finalement peu accessible pour les PME. Dans les années 2000, il y a une plus grosse concurrence entre les éditeurs, ce qui a fait chuter les prix, enfin baisser les prix, et il y a eu de plus en plus de demandes et d'exigences au niveau des industriels. Donc l'ERP est vraiment devenu incontournable, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est devenu incontournable surtout par son périmètre fonctionnel qui est très grand et par sa robustesse. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'il n'y a aucun éditeur de logiciel qui peut se lancer dans le développement d'une solution spécifique pour un industriel parce qu'il y a énormément de processus à intégrer dans ce logiciel, d'où la force des ERP aujourd'hui. Et donc à partir de là, nous avons changé de technologie parce que le monde de la technologie avance en permanence et on a sorti un nouvel ERP qui s'appelle Copilot, qui est notre ERP actuel qu'on commercialise et on compte aujourd'hui environ 450 clients qui utilisent Copilot. Donc 450 clients, quelques chiffres, ça représente plus de 2 millions de colis expédiés par jour ou encore plus de 20 000 postes ateliers qui sont installés. Et donc, comme je vous le disais en début de présentation, on est un peu un carrefour au niveau de la technologie et on voit peu à peu apparaître des notions comme l'ERP 2.0, l'industrie 4.0, donc des choses que je vais vous définir par la suite.
Finalement, qu'est-ce qu'un ERP? Il y a une définition de Roseman dans les années 90 qui est assez intéressante. L'ERP, c'est une application personnalisable et standard qui inclut des solutions pour les processus d'une entreprise et ses principales fonctions administratives. Donc c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que l'ERP va avoir une importance dans tous les processus d'une entreprise, depuis la réception de la matière première jusqu'à la préparation de commandes, en passant par la gestion des stocks, la gestion commerciale ou encore les plateformes logistiques. Le but principal d'un ERP va être de collecter l'ensemble des données qui vont être nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise et de les restituer au bon moment pendant les processus, notamment également pour les fonctions administratives, telles que la facturation par exemple. Une dernière slide pour un peu caractériser les ERP avec quelques chiffres qui sont assez intéressants. Donc c'est paru dans une étude annuelle qui s'appelle Panorama Report, donc qui porte sur environ 350 installations d'ERP, essentiellement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, dans tout domaine d'activité confondu. Là, ce n'est pas ciblé sur l'agroalimentaire. Donc, quelques chiffres. On s'aperçoit que le coût moyen, on va dire, total, c'est-à-dire autant l'achat de l'ERP que les investissements en interne, en termes de temps sur les équipes, représente environ 1 million d'euros, qu'il y a souvent des dépassements des coûts prévus, avec 74% du temps des dépassements. C'est souvent dû à la sous-estimation des investissements qu'il faut faire en interne, notamment sur le temps des équipes pour conduire le changement, un facteur qui est essentiel notamment pour la réussite de l'installation d'un ERP, avec une durée moyenne de 17 mois entre le début du déploiement jusqu'au démarrage. Et on s'aperçoit finalement que dans 26% des cas, l'industriel considère que son retour sur investissement est un échec. Et quelques échecs marquants pour terminer. Donc 2 sociétés aux États-Unis, Unisource Worldwide, qui était un géant de l'industrie du papier aux États-Unis avec 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, a connu un gros échec au niveau du déploiement de SAP avec 170 millions de dollars de pertes. Et Fox Mayer, qui était une entreprise donc, dans le médicament aux États-Unis aussi, avec 5 milliards de chiffres générés, a fait faillite après l'installation de SAP. Tout ça pour vous dire que, non pas pour vous dire de ne pas utiliser d'ERP, bien au contraire, mais pour vous montrer l'importance qu'a un ERP sur une société. On va souvent dire que l'ERP va être l'épine dorsale de la société ou encore le système nerveux. Et aussi, on peut mettre en parallèle quelques chiffres, d'ailleurs ils n'apparaissent pas ici, par rapport à Copilot. Nous, par exemple, on arrive à avoir une durée moyenne d'installation autour de 8 mois environ. Et à ce que je sache, enfin Vincent, tu me confirmeras, il n'y a personne qui a arrêté l'installation de Copilot et personne n'a plus utilisé Copilot après qu'on l'ait installé quelques mois après et a connu un gros échec, comme on peut le voir ici. Il n'y a pas eu de dépôt de bilan non plus, bon, ce qui est quand même intéressant, mais c'est intéressant de se situer par rapport à l'ensemble de l'industrie de l'ERP. Donc maintenant, je vais cibler un peu plus notre solution, donc Copilot, qu'on commercialise. La grande force de Copilot, c'est avant tout son vaste périmètre fonctionnel. Donc, Copilot intègre des modules assez classiques d'un ERP, comme la gestion commerciale, la gestion de production, le superviseur d'atelier ou gestion des stocks ou les plateformes logistiques. Mais notre grosse force se situe sur des modules qui sont en général annexes à l'ERP, qu'on va intégrer, qu'on va interfacer à l'ERP, qui sont la partie intégrante de notre solution. Donc, comme par exemple notre module de prévision de vente qui fait partie de notre solution Copilot. On a également le module décisionnel qu'on appelle l'infocentre, sur lequel sont basées énormément de fonctionnalités de notre ERP, ce qui permet d'avoir des statistiques en temps réel sur les données de l'entreprise. On a également un module EDI qui est très performant, qui est directement intégré à Copilot, et aussi un module comptabilité finance. Donc voilà on va dire la première force, la principale force de Copilot, qui est aujourd'hui assez mature et robuste, qui a été développé en Java, comme on l'a dit, quand on a dû passer en technologie graphique et arrêter le mode caractère. La deuxième grande force de Copilot, c'est comme on l'a vu dans la vidéo, c'est que c'est une solution ultra personnalisable. Il faut bien voir que la particularité d'Infologic, c'est qu'on installe la même solution chez tous nos clients, que ce soit un industriel dans la volaille, dans l'œuf,
dans le négoce, dans la viande ou dans le vin, on va installer exactement le même logiciel, mais on va avoir des dizaines de milliers de paramètres qui vont permettre à nos consultants d'adapter le fonctionnement de Copilote pour coller le plus finement possible au processus de nos clients pour qu'ils gardent toute leur compétitivité. C'est là tout l'enjeu du déploiement de notre ERP. Donc on s'aperçoit finalement qu'on a un outil assez mature qui commence à faire ses preuves. On pourrait s'en contenter, mais au final, on sait très bien que dans le monde de la technologie et surtout de l'informatique, tout avance très vite et qu'on peut vite être dépassé. Et on a commencé à se poser des questions sur comment faire évoluer notre produit. Et faire évoluer notre produit, c'est se poser des questions comment aider, comment faciliter le travail de nos utilisateurs. D'accord ? C'est ça notre remise en question qui doit être permanente. Et au final, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde de la technologie, on s'aperçoit qu'il y a un écart de plus en plus important, qui devient presque trop important entre l'informatique personnelle, c'est-à-dire l'informatique que vous utilisez tous les jours, comme le smartphone, comme vos PC personnels, avec de l'informatique professionnelle, comme les ERP en l'occurrence. Par exemple, sans s'en apercevoir forcément, mais on utilise tous les jours des applications sur nos téléphones qui sont à la pointe de la technologie. Des applications comme Waze, comme Amazon, comme YouTube, qui utilisent des techniques vraiment à la pointe au niveau de l'intelligence artificielle par exemple, alors qu'en parallèle, en contraste, on a des ERP qui deviennent un peu grisonnants, un peu vieillissants et qui ne tirent pas profit de ces technologies. C'est cette notion-là qu'essaie d'intégrer la notion d'ERP 2.0. Donc l'ERP 2.0, l'idée générale, c'est d'utiliser toutes les avancées technologiques pour les intégrer dans l'ERP et en faire bénéficier les industriels. Donc quelques notions qui rentrent dans l'ERP 2.0, c'est déjà la mobilité. Il faut que l'ERP soit compatible avec des terminaux mobiles comme des tablettes ou des téléphones ou même des navigateurs web. Ensuite, avoir des écrans, des applications centrées utilisateurs avec une plus grande fluidité et une ergonomie qui s'inscrit vraiment au cœur du métier de l'utilisateur pour faciliter son travail. Et au final, on s'aperçoit que l'ERP 2.0, donc sur ce schéma, ça se voit assez bien, on va dire que l'ERP 2.0 s'intègre complètement dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, peut-être un terme que vous connaissez un peu mieux. L'industrie 4.0, l'idée générale est la même, c'est utiliser les avancées technologiques au cœur de l'industrie pour générer de la valeur ajoutée. D'accord ? Donc, comme par exemple avec la personnalisation des processus, on parle aussi énormément de l'hyperconnectivité, c'est-à-dire avoir une multitude de capteurs dans son usine pour capturer des données et ensuite les exploiter en de manière différente, donc comme par exemple de la domotique, pour faire de l'économie d'énergie ou générer des indicateurs de fonctionnement par exemple. Et ensuite, une autre partie très importante concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on s'aperçoit qu'il y a énormément de techniques. D'ailleurs, l'État a fait une étude récemment avec M. Villani sur un pseudo-audit de l'intelligence artificielle en France. Et on s'aperçoit que l'industrie est un secteur où on peut largement tirer profit des dernières techniques qui sont apparues récemment, comme par exemple le big data ou autre, la recherche opérationnelle, et ce pour avoir de l'aide à la décision pour les utilisateurs des ERP. Donc, comment se situe Infologic dans ce carrefour un peu au niveau de la technologie ? C'est assez simple de définir. D'ailleurs, on a eu un nom copilote qui définit assez bien finalement notre vision du rôle de l'ERP. Donc, j'ai repris très simplement la définition du Larousse de copilote. Et au final, copilote, sa définition, c'est pilote dont le rôle est d'assister le premier pilote. D'accord ? Ce qui est intéressant, la première notion, c'est pilote. Ça veut dire que l'ERP doit être acteur. Il ne doit pas se contenter de centraliser de la donnée et de la restituer au moment où on le demande. Il doit être acteur. Et la deuxième notion qui est très importante, c'est que ce n'est pas le premier pilote. Le premier pilote reste l'industriel, c'est lui qui doit prendre les décisions. Et on voit beaucoup de réticences, notamment sur l'intelligence artificielle, où on a peur que ce soit cette pseudo-intelligence qui prenne le dessus sur l'humain. Mais ce n'est pas du tout l'idée d'Infologic. L'idée, c'est vraiment qu'on mette
on utilise ces techniques pour proposer des solutions à l'utilisateur, mais au final, c'est toujours l'industriel qui va choisir telle ou telle solution en fonction des données qu'il aura à sa disposition. Donc, comme le disait Vincent tout à l'heure, on a revu un peu notre méthode de fonctionnement. On a décidé de se concentrer sur les décisions à forte valeur ajoutée dans les processus de nos clients. Donc, on a étudié, on va chez nos clients, on essaie de les questionner sur nos intuitions, si elles sont justes ou pas. Et au final, de bien comprendre comment ils fonctionnent pour ensuite choisir les meilleures techniques qui sont à nos dispositions pour, que ce soit l'intelligence artificielle ou non, peu nous importe, du moment qu'on soit le plus efficace et le plus pertinent au niveau de ce qu'on propose à nos utilisateurs. Mais une composante qui est essentielle, c'est de ne pas perdre l'essence de Copilote. Comme je vous ai dit, je vous ai expliqué les forces de Copilote qui sont le périmètre fonctionnel et cette ultra-personnalisation. Il faut les garder en plus de tous nos savoir-faire qu'on a acquis durant plus de 36 ans d'expérience, tout en donnant cette nouvelle dimension à l'ERP. Donc la première brique indispensable pour Copilote, c'est d'avoir une mue technologique. On s'aperçoit finalement que le Java, c'était bien il y a 15 ans, c'était le bon choix. On en bénéficie aujourd'hui, mais ça nous limite trop, notamment en termes de mobilité. Donc on commence à porter notre version de Copilote en version full web, ce qui va nous ouvrir beaucoup de portes, comme par exemple la mobilité. Ça va être disponible sur un smartphone, sur une tablette, sur un navigateur Chrome ou Mozilla. On va pouvoir intégrer une meilleure ergonomie et des interfaces ultra paramétrables. Actuellement, pour ceux qui connaissent un peu Copilote, on peut avoir des interfaces assez lourdes avec énormément de champs, mais c'est ce qui fait notre force aussi. Et demain, on pourra les paramétrer très finement grâce à ces nouvelles technologies. Et évidemment aussi des facilités au niveau du déploiement. Ensuite, deuxième piste très importante d'évolution pour Copilote, c'est de rendre compatible Copilote avec plusieurs bases de données. Actuellement, on propose une solution qui utilise les bases de données Oracle et on s'aperçoit qu'Oracle a une politique un peu curieuse avec ses clients et avec nous aussi. Donc, on a pris les devants et on a commencé à travailler pour s'interfacer sur une nouvelle base de données, notamment Postgre, qui est une base de données open source, qui va nous ouvrir beaucoup de portes en termes commerciaux et pour nos utilisateurs aussi. Donc à partir de cette nouvelle techno, de cette mue technologique, on va pouvoir utiliser des choses qui sont vraiment d'actualité, comme par exemple l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, ça consiste à capturer, à comprendre comment fonctionne, comment l'utilisateur utilise le logiciel, c'est-à-dire les différents écrans. Et à partir de là, à partir de toutes ces traces d'utilisation, l'idée c'est d'extraire des séquences caractéristiques et d'anticiper ce que va faire l'utilisateur. Par exemple, je suis commercial, tous les lundis matins entre 9h et 10h, je vais sortir la stat de mes ventes de la semaine dernière et je vais lancer des actions sur les clients qui sont en baisse de chiffre d'affaires de 30%, de 10%, de 15%. D'accord ? Le logiciel va pouvoir détecter ces séquences caractéristiques et proposer des actions, des raccourcis contextuels. Il va tout faire pour faciliter l'utilisation de l'ERP. Et à partir de là aussi, on va pouvoir détecter des anomalies, comme par exemple des fautes de frappe, si des données sont incohérentes par rapport à la normale, ou quand on a des nouveaux utilisateurs, ça va nous permettre de les guider de manière beaucoup plus pertinente par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et puis aussi en interne, c'est assez intéressant, ce schéma, il décrit un peu la vision que, bon, je suis développeur, quand on est développeur, quand on développe un écran, on s'imagine un cycle d'utilisation, enfin une manière d'utilisation de l'écran qu'on développe, et au final, on a peu de recul sur la réalité. Et c'est comme ici, là, on a quelqu'un qui a designé le parc, bon, c'est joli, on a une route avec des jolis pavés, mais au final, la réalité, c'est que le piéton, il va aller le plus vite possible et il va couper par l'herbe. Nous, c'est un peu pareil, nos utilisateurs, ils vont toujours trouver des astuces pour se faciliter le travail, et à partir de ces traces d'utilisation, on va pouvoir tirer profit et apprendre pour améliorer en continu nos écrans et la solution qu'on propose. Une deuxième grande piste d'amélioration pour Copilote, là, qui est beaucoup plus concrète, on va dire beaucoup plus opérationnelle, c'est tout ce qui concerne l'optimisation de processus. Donc l'idée générale, c'est d'aider l'utilisateur à résoudre des problèmes
qu'on appelle combinatoires. C'est des problèmes où on a un nombre exponentiel de solutions, donc on a un très grand nombre de solutions et ça va être difficilement intelligible pour l'opérateur, pour la personne qui doit prendre la décision. Donc on a beaucoup d'exemples, là j'en cite quelques-uns au niveau de l'industrie. Les deux premiers exemples sont des problèmes d'ordonnancement. Donc dans quel ordre est-ce que je dois fabriquer mes produits et dans quel ordre est-ce que je dois préparer mes commandes. Donc ce sont deux questions où on a en général énormément de solutions possibles et où on va pouvoir tirer profit, on va pouvoir minimiser des coûts, minimiser de la main-d'œuvre si on ordonnance correctement. Ensuite, d'autres problèmes assez classiques, l'optimisation des tournées logistiques. Donc dans quel ordre je dois livrer mes clients pour parcourir le moins de distance possible en respectant des contraintes comme des fourchettes horaires. D'accord ? Donc ça se présente pour nos clients pour les clients qui ont des flottes de camions en interne. Et ensuite, on a d'autres problématiques sur du picking, des emplacements de stock, ou encore comment dois-je valoriser mes matières premières quand j'ai un cas de rupture. Par exemple, j'ai 2000 dindes qui sont commandées, j'en ai que 1000 qui arrivent parce qu'il y a eu des pannes ou on a eu des problèmes d'approvisionnement. Quel client vais-je servir pour maximiser mes profits? Est-ce que je dois servir mes clients les plus fidèles parce que j'ai une relation commerciale à avoir avec eux? Est-ce que je dois servir mes clients qui proposent qui ont commandé des dindes découpées parce que j'ai plus de marge? Voilà, le logiciel va être là pour répondre à ces questions qu'on peut se poser en utilisant des technologies dédiées, donc ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. C'est vraiment un champ de l'informatique qui est dédié à résoudre ce genre de problématiques. Donc je vais me concentrer sur deux problèmes un peu plus concrets où là on a fait des choses, on a développé des choses au niveau de l'ordonnancement des ordres de fabrication. Donc le problème est assez simple, on a un ensemble d'ordres de fabrication qu'on doit réaliser sur une machine. Et le temps entre chaque produit qu'on va fabriquer est variable en fonction des produits. On doit faire du nettoyage, on a plusieurs opérations qui coûtent du temps entre chaque fabrication de produits et on a des contraintes d'heures de production de chaque produit. On doit produire un produit avant 16 heures par exemple. Et le but de notre outil qu'on a développé, enfin sa fonctionnalité plutôt, c'est d'étudier toutes les solutions possibles qui respectent les contraintes horaires qui ont été fixées par l'utilisateur et de minimiser le temps interopération. C'est-à-dire on va essayer de proposer la solution qui est la plus rapide tout en respectant toutes les contraintes. Donc ça, c'est une solution qu'on a en production chez 2 clients actuellement et on pourrait aller encore plus loin en intégrant de la gestion d'équipe. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problématiques liées avec les équipes qui grossissent pendant l'été, notamment avec beaucoup pendant la saison haute de nos clients. Et on a une gestion de compétences et de personnes qui doivent être présentes sur les machines pendant la production qui s'ajoutent à nos contraintes initiales. Un deuxième problème qui vous concerne peut-être un peu plus, c'est sur l'optimisation de la préparation de commandes. On s'aperçoit que la préparation de commandes chez nos clients, c'est souvent le goulot d'étranglement pour beaucoup de raisons différentes. Déjà, il y a énormément d'opérations. On doit faire le picking des produits qu'on va devoir préparer. On doit les peser, les étiqueter, les mettre en colis, étiqueter le colis, les mettre en palette. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'opérations à faire avec des contraintes physiques qui s'ajoutent à ça. Donc on a la contrainte du stock disponible, évidemment. De la place au sol, on ne peut pas ouvrir le nombre de palettes qu'on veut. On a évidemment l'heure de départ des commandes qui est à respecter et un nombre de postes de compostage qui va être limité. Et évidemment, s'il y avait que ça, ce serait trop simple. On a beaucoup d'incertitudes. On peut avoir des pannes sur des machines, sur des camions, au niveau de l'approvisionnement comme au niveau de l'expédition. Et au fil du jour, au fil de la journée, on va avoir des commandes qui vont s'ajouter. Donc on s'est aperçu que ça c'est une problématique qui est vraiment très complexe et en général la personne qui fait l'ordonnancement est une personne qui a beaucoup de métiers, qui connaît très bien son métier mais qui finalement quand elle n'est pas là ça pose un très gros problème pour l'industriel. Donc on a proposé, on est en train de travailler sur un outil d'aide à l'ordonnancement de la préparation de commandes
qui doit tout d'abord évidemment prendre en compte les contraintes métiers, donc le stock théorique, la place au sol, les heures de départ des commandes évidemment, et qui va proposer un ordonnancement des commandes à préparer qui va optimiser un ou plusieurs critères. Donc on peut imaginer des critères comme minimiser la durée de préparation, comme minimiser le coût. Et ensuite, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va commencer à anticiper les commandes du jour. Par exemple, on sait que le lundi à 10 h, j'ai Auchan et Casino qui me fait toujours une commande d'environ tant de kilos. Et on va prendre en compte ces commandes dès le début de l'ordonnancement pour ne pas être pris de court au moment où les commandes arrivent. Au final, on s'aperçoit que c'est ce que fait la personne qui ordonnance. Et on va avoir également une aide à la gestion des événements exceptionnels qui va permettre de réagencer assez rapidement l'ordonnancement pour prendre en compte des événements exceptionnels, comme j'en parlais tout à l'heure, une panne sur une ligne ou un camion qui est en retard. Et à terme, on pourrait s'intéresser à d'autres problèmes, donc comme optimiser les tournées de picking en modifiant les emplacements de stock ou optimiser l'emplacement au sol des palettes ouvertes pour minimiser le parcours des opérateurs quand ils remplissent les palettes. Donc là-dessus, on a un étudiant qui travaille chez nous depuis 1 an environ et on travaille en collaboration avec l'INSA de Lyon, donc via une thèse CIFRE, où on travaille avec un laboratoire de l'INSA qui est expert dans toutes ces technologies qui sont dédiées pour résoudre ce genre de problématiques. La troisième piste vraiment d'évolution de l'ERP, enfin de copilote plutôt, c'est l'exploitation des données internes et externes à l'ERP. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que la donnée, c'est l'or noir du 21e siècle. Tout le monde se bat pour avoir de la donnée, que ce soit Google, Amazon, Apple. Tout le monde veut de la donnée. On a l'impression qu'on est espionné en permanence. Nous, on a une énorme chance qu'on n'exploite pas actuellement, c'est que l'ERP, c'est une source de données quasiment inépuisable. Et ce sont des données en plus qui sont structurées et dont on connaît le sens. Donc ça, c'est un avantage énorme. Et on va pouvoir les exploiter dans différents endroits de l'application pour générer de la valeur ajoutée à partir de ces données. Donc il y a de nombreuses applications possibles. Les prévisions de vente et le cadencier intelligent, donc ça je vais vous en parler un peu plus en détail. Mais aussi on pourrait, chose qui se fait notamment chez Airbus, anticiper les pannes, c'est-à-dire faire beaucoup de maintenance préventive en fonction des données qu'on récupère sur les capteurs qui sont en ligne de production. L'objectif étant de minimiser le temps d'arrêt de la ligne de production. Comme c'est le cas pour les avions, on veut minimiser le temps au sol pour un avion donné. Je vais parler un peu plus de notre outil de prévision de vente. Donc c'est un outil c'est un module historique, hein, quand même. Ça fait 6-7 ans qu'on l'a sur Copilot en version Java. On a décidé de le porter en web et d'intégrer de nouvelles technologies. Donc cet outil, c'est un outil de prévision. Donc on va pouvoir saisir des modèles de prévision en fonction des ventes des années précédentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte des données internes à l'ERP, comme les opérations commerciales ou les promotions, pour avoir un modèle de prévision qui est le plus fin possible. Et on a décidé d'intégrer des nouvelles technologies, comme déjà le fait de le porter en web nous permet d'avoir par exemple un graphique interactif pour arriver à lisser ces modèles de prévision de manière un peu plus ergonomique. Mais surtout, on va pouvoir étudier les corrélations entre la vente de certains articles avec des données externes, comme par exemple la météo ou des données Nielsen. On s'est aperçu que la météo peut avoir un impact assez fort sur la vente de certaines familles d'articles. Et prendre en compte ces données météorologiques dans les modèles de prévision peut apporter un plus pour nos clients. Et on a également travaillé sur ce qu'on appelle des variables explicatives pour expliquer certaines hausses ou chutes au niveau des ventes donc aux clients de nos industriels, avec ce qu'on appelle des variables explicatives ou des événements exceptionnels, comme par exemple le Nouvel An chinois, le Ramadan, qui peuvent impacter sur certaines ventes, ou aussi des chutes de neige ou encore des saisonnalités. Et l'intérêt de notre ERP, c'est surtout de pouvoir intégrer ces prévisions de vente avec le reste des processus. Donc on va pouvoir réinjecter ces prévisions par exemple dans le planning de production ou dans le planning d'approvisionnement, mais aussi on va pouvoir établir des budgets comptables à partir des prévisions de vente. Deuxième exemple d'utilisation des données, donc là c'est vraiment, les prévisions de vente c'est quelque chose qui est déjà en production chez certains clients.
Là, le cadencier intelligent, c'est vraiment très embryonnaire. Le cadencier dans Copilot, en langage Copilot, c'est le couple client-article. Si je fais un raccourci, c'est l'ensemble des articles que la télévendeuse va proposer au client qu'elle a au bout du fil. D'accord ? Donc actuellement, c'est quelque chose de très statique, on va dire. Ça se compose uniquement des articles commandés par ce client sur les 60 derniers jours, par exemple. Et l'objectif, c'est d'utiliser un moteur de recommandation qui est beaucoup plus pertinent et qui va utiliser les données qu'on a dans le logiciel pour proposer des articles en fonction de ce qui est commandé par le client qu'on a au bout du fil. D'accord ? Donc ça, c'est des choses très classiques quand vous allez sur YouTube, sur Netflix, sur Amazon. Quand vous cliquez sur un article, en dessous, vous avez tout un tas de recommandations. Là, c'est un peu l'idée générale, c'est de dire, par exemple, ici, on a étudié toutes les commandes d'un de nos clients et on s'aperçoit sur les carrés violets qu'on a des clients qui ont des commandes souvent très similaires. D'accord ? Donc, à partir de ces données-là, on va pouvoir faire des recommandations qui sont assez pertinentes pour améliorer les ventes sur certaines références. Dernier grande piste d'évolution pour Copilot, qui est un peu plus ciblée sur l'usine, sur l'atelier, c'est d'intégrer une supervision d'usine dans Copilot. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui propose en direct l'état des équipements de la production, c'est-à-dire autant les informations qui sont liées à l'équipement physique, à la ligne de production en elle-même, mais aussi les informations qui sont liées à l'ERP, comme par exemple quel produit est en train d'être fabriqué, quelles commandes sont en train d'être préparées, et d'avoir évidemment un contrôle à distance avec de la visualisation et du pilotage de tous ces équipements via un mobile ou une tablette par exemple. Donc là, on s'inscrit en plein dans ce qu'on a défini tout à l'heure avec l'industrie 4.0. Et en termes un peu plus concrets, l'idée est d'avoir une modélisation de son usine en 2D ou en 3D, peu importe, dans Copilot. Donc c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques, ça c'est vraiment le terme dont on parle énormément au niveau des ERP, de ce genre de solutions. Et le gros challenge, c'est au niveau de l'intégration rapide et facile de nouveaux équipements. Donc l'objectif, c'est d'avoir un écran qui permet d'intégrer très facilement et très rapidement un nouvel équipement. Donc un nouvel équipement, c'est une nouvelle machine, une nouvelle composteuse par exemple, ou une balance, ou un voyant d'une balance, ou un bouton d'un autre équipement, ou encore des équipements logistiques comme des camions ou des transpalettes. Et une fois qu'on aura intégré tous ces équipements dans Copilot, on aura des fonctionnalités de supervision, déjà au niveau du recueil des données. On va recueillir toutes les données de ces différents appareils. À partir de là, on va pouvoir calculer des indicateurs de rendement comme le taux de rendement synthétique et aussi des stats pour avoir des chiffres en temps réel sur l'état de la production des différents sites. Donc là-dessus aussi, on a un étudiant qui travaille avec un laboratoire qui s'appelle le DISP à l'INSA Lyon, qui est vraiment spécialisé en génie industriel. Et on a commencé le projet il y a environ 1 an également. Donc là encore, l'idée, c'est d'aller voir nos clients pour comprendre comment ils fonctionnent et qui nous pilotent aussi sur les fonctionnalités qui sont attendues. Donc j'en ai terminé pour les projets. Je vais rapidement vous expliquer comment évoluer nos équipes, surtout au développement. Donc aujourd'hui, Infologic compte une 50aine de développeurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé nos équipes historiques, on a très peu de turnover. C'est-à-dire que les personnes qui ont développé Copilot depuis 12 ans, la plupart sont encore chez nous et ça nous permet de garder un lien avec l'existant et de faire évoluer aussi Copilot. Et l'essentiel du travail est aujourd'hui de le porter en web. D'accord ? Mais on s'est aperçu finalement que pour réaliser un peu les souhaits qu'on a au niveau des évolutions qu'on veut intégrer à Copilot, il nous manquait des compétences. Et on a ouvert une nouvelle agence à Lyon il y a 1 an et demi environ, parce que Lyon nous propose un bassin de développeurs un peu plus important. Et ça nous a permis de recruter des nouvelles compétences qui étaient essentielles pour renouveler un peu les équipes, notamment par exemple Martin Ducrozet, qui est un expert dans tout ce qui est optimisation, Mehdi Ketou et Guillaume Bosch, qui sont 2 docteurs en informatique qui sont spécialisés et renommés mondialement, on va dire, en fouille de données, notamment dans le monde académique. Ce qui veut dire donner de la valeur ajoutée à un amas de données. Donc comme je vous en ai parlé auparavant, on a Justinien Oprescu qui est sur Bucarest, qui lui est un développeur historique,
mais qui a participé très activement au développement de l'outil de gestion des stocks. Et on a recentré son rôle sur des projets d'innovation. Et les 3 étudiants qui sont donc en doctorat avec Infologic, donc Lucas, Aurélien et moi-même, qui nous permet d'intégrer des résultats de la recherche, on va dire, académique et de l'appliquer, on va dire, de tirer le meilleur de cette recherche-là et de l'appliquer directement à l'industrie. Donc j'ai terminé. C'était pour vous expliquer un peu les différentes perspectives qui s'offrent à nous et quelques projets quand même assez concrets pour certains qui sont déjà en production sur Copilote. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci.